Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. Comme toutes les semaines, comme tous les samedis, on passe l'actualité de la semaine en revue. Alors cette semaine, on va parler de déménagement, de départ, de tensions routières et de gratuité. Et pour en parler, nous avons des experts, ils sont 4. Tout d'abord, Aurore Pénois, journaliste à vivreici.be. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Nous avons Emmanuel Foulon, un petit nouveau, chroniqueur d'émissions en France et fin connaisseur de la politique européenne. Bonjour à tous. Pauline de Glume, journaliste à La Capitale, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et Marcel Sell, auteur et blogueur, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Bessie, donc les entreprises bruxelloises, se félicitent que les entreprises prisent davantage Bruxelles. Et pourtant, Léonidas veut quitter Anderlecht, et puis on l'a appris balaboum lundi, Deleuze va quitter Molenbeek en 2020, le séisme, Marie-Noël Dinan et Paolo Kuhn. Rue de Segem, devant le siège historique de Deleuze, des employés et des ouvriers dédiés à l'embouteillage qui ont entre 15 ans et 30 ans de carrière. Pour eux, c'est donc aussi une page de leur histoire qui se tourne. C'est l'historique de Deleuze. C'est un bâtiment qui a plus de 120 ans de configuration pour la société. Un bâtiment qui ne répondait donc plus aux exigences d'extension de Deleuze. Extension qui se fera à Zélik, en dehors de la capitale. Dans moins d'un an, plus de 1000 personnes vont devoir déménager. Même si on ne parle d'aucune perte d'emploi, la question de la mobilité des travailleurs inquiète les syndicats. Pour le 7K, il faut rediscuter la possibilité de télétravail. Je crois qu'on est quand même 50% ou 60% de Bruxellois. C'était déjà dans nos projets d'avoir une meilleure vie active et de télétravail. Et on est en plein projet dedans pour avoir la chance que des travailleurs puissent 2 jours par semaine pouvoir travailler à la maison. Du côté de la CNE, on s'inquiète moins de l'impact sur la mobilité que du vide laissé par Deleuze dans le quartier. Les responsables de Bessie, eux, parlent d'une délocalisation de trop. Il faut absolument éviter que ce terrain soit occupé pour du logement. Il faut absolument faire tout le nécessaire pour réserver ce terrain, surtout à Molenbeek, pour des activités économiques et pour créer de l'emploi. La fonction faible, qui est l'économie, est sous pression. Donc il faut absolument donner une priorité à cela. En attendant, les travailleurs de Deleuze pensent aussi à leurs collègues du magasin tout proche qui vont perdre en même temps des clients. Alors, Aurore Pénois, qu'est-ce que ça vous inspire, ce départ ? Ça m'inspire que c'est le premier d'une longue série, je pense, et c'est bizarre, revient toujours ce fameux thème de la mobilité à Bruxelles, que ce soit pour des entreprises, que ce soit pour des travailleurs. C'est presque une première fois où j'ai l'impression qu'on entend qu'une chaîne part et que les syndicats et d'autres réclament le télétravail, ce qui commence enfin à être mis en place. D'habitude, on a peur pour l'emploi. Là, ils ont peur en fait de devoir à nouveau continuer à se déplacer. C'est peut-être une solution à la mobilité, le télétravail, pas uniquement chez Deleuze, mais dans toutes les entreprises, et ça permettra peut-être de garder aussi des entreprises de cette taille-là sans avoir des extensions. Il y a peut-être des rotations à faire. Voilà. Bref. Emmanuel Foulon. C'est une catastrophe, hein. Il y a déjà eu Léonidas il n'y a pas très longtemps, donc c'est une deuxième catastrophe. Il faut savoir combien vous avez 1000 emplois qui partent à 10 km pour la région bruxelloise, que ça parte à Zélik ou que ça parte en Chine, c'est exactement pareil. Alors après, moi ce que je regrette, c'est peut-être l'attitude de certains politiques qui dans les heures qu'on suivi, voire dans les minutes qu'on suivi, ont commencé à taper sur les membres du gouvernement. Allez, c'est pas ce genre de politique qu'on veut. À ce moment-là, il faut d'abord s'occuper de savoir ce qu'on va faire avec ces 1000 personnes, les 1000 familles, tout ce que ça peut impacter évidemment. Et puis, moi, je regrette évidemment la décision de Deleuze, mais je les comprends. Ils veulent avoir toutes les unités, tous les départements au même endroit. Ça peut se comprendre. Ils voulaient s'agrandir. À Bruxelles, ça paraît compliqué, mais dans n'importe quelle grande ville, ça paraît compliqué pour une grande entreprise de grandir. Mais taper sur le gouvernement bruxellois à cause de ça, ça n'a pas de sens. Si moi, demain, je rencontre une copine, j'ai envie de voir les enfants avec, je trouve que mon appartement, il est trop petit et je dois déménager. C'est pas la faute du Parlement bruxellois. Hein. Enfin, une dernière chose, je voulais aussi dire que, OK, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, pour Deleuze, c'est évidemment une bonne décision, moins pour nous, bien sûr, mais il faudra voir aussi à moyen terme, parce qu'il y en a quand même 1000 personnes qui vont travailler le long du ring de Bruxelles, qui est déjà asphyxié, donc pour ces personnes-là, ça va être compliqué, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Bruxelles, sur la mobilité dans les routes, on y reviendra tout à l'heure. Mais quand même, vous prenez le train, vous prenez le métro, vous étiez là, donc c'était beaucoup plus facile. Pauline de Glume. Oui, en effet, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément lieu de polémiquer dans le sens où il faudrait trouver une faute directe dans le chef de la commune ou du gouvernement bruxellois. Au niveau de la mobilité, on était dans une bonne zone. C'est plus opportuniste de la part de Deleuze, qui a des besoins en termes d'espace, qui les trouve
qu'ils les trouvent à Zelig. Donc maintenant, voilà, le seul point d'attention, c'est en effet de ne pas laisser un champ se développer. L'appel de Bessie qu'on entendait dans le reportage, il a visiblement été entendu, puisque très vite, on a eu plusieurs communiqués des ministres bruxellois qui ont direct dit qu'ils s'attelaient à la tâche, à trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce site, et pas pour en faire en effet du logement, mais en garder un site avec une activité économique. Donc voilà, après il y aura une baisse des recettes fiscales. Je ne dis pas que c'est sans effet, mais c'est paraît pas dramatique. C'est pas une entreprise qui quitte Bruxelles en disant voilà, mobilité impossible, problème de sécurité ou que sais-je. Donc là ici, c'était une opportunité pour Deleuze de quitter, que ça devienne une opportunité pour Bruxelles de voir ce qu'on fait avec un site qui redevient libre comme ça. Marcel Sey. Je suis assez d'accord. Mais de toute façon, il y a la logique d'entreprise qui, pour une entreprise, domine tout. Si un site est plus intéressant pour eux, évidemment, ils vont y aller. Alors, ce que peut faire un gouvernement, c'est avoir une certaine proactivité éventuellement, mais ici, je ne vois même pas laquelle, dès lors que le site devenait vieillissant, que ça leur coûtait cher, qu'ils ont d'autres opportunités. Ce qui est intéressant maintenant, c'est effectivement de créer sur le même lieu une nouvelle, d'attirer une nouvelle entreprise qui, elle, va employer peut-être plus de Bruxellois, puisque ce n'était pas le cas jusqu'ici. Et puis, d'autre part, il y a quand même une chose qui m'a amusé dans cette histoire, c'est que je vois beaucoup... je veux dire, dans une certaine gauche, crier contre les multinationales qui sont un peu coupables, responsables de tout. Mais là, nous avons une multinationale qui quitte Molenbeek et nous avons tout le monde qui dit « non, il fallait rester ». Et donc, cette délocalisation, oui. Et alors, dernière chose, la délocalisation alors qu'on va à 10 km de là où on est, ça montre bien toute l'absurdité du système belge où le rayonnement économique bruxellois n'est absolument pas ne se reflète pas du tout dans la politique fiscale. Alors, on va voir directement quel est l'avis de nos deux invités politiques, deux têtes de liste. Alors, nous recevons aujourd'hui Ahmed Laouej, qui est bourgmestre de Koekelberg, chef de groupe PS à la Chambre et future tête de liste à la Chambre pour le PS. Et à ses côtés, François De Smet, philosophe, ex-directeur de Myria et future tête de liste de Défi à la Chambre. Je voulais d'abord préciser, pour la transparence complète de notre émission, et parce qu'il est important de savoir d'où l'on parle, qu'Emmanuel Foulon, notre nouveau expert d'aujourd'hui, est également assistant parlementaire du groupe socialiste au Parlement européen, et que je choisis les experts avant de choisir les invités politiques. Donc, ce n'est pas fait exprès qu'Ahmed Laouej se retrouve peut-être avec un allié, et on verra pendant l'émission, mais je suis sûr que les autres feront attention à cela. Je compte sur Marcel Sey notamment. Alors, je vais vous demander peut-être tout de suite, alors François De Smet, on va peut-être commencer par vous, parce que vous n'êtes pas politique au départ. Tiens, qu'est-ce que dit le futur tête de liste fédérale quand une entreprise avec autant de travailleurs quitte une commune bruxelloise pour aller juste à côté en région flamande? Quelle est votre première réaction? La première réaction, c'est que c'est évidemment dommage, parce que, même visuellement, pour ceux qui prennent le métro et qui s'arrêtent à Ossegem, c'est une entreprise, son siège social, qui fait partie de l'histoire de Molenbeek, qui étaient là tout de même depuis 120, 130 ans. Et même si j'ai entendu le début de votre conversation, c'est vrai qu'on peut comprendre la décision de Deleuze, les entreprises ont, je crois, surtout quand elles ont cette taille et qu'elles sont des fleurons, une responsabilité sociétale aussi en termes de symboles et d'images. Bon, alors maintenant, on peut comprendre la décision rationnellement. Ils étaient réellement à l'étroit. Je pense qu'il y a 6 mois, ils ne pensaient pas faire ce mouvement-là. Ils ont saisi une opportunité immobilière. Et donc là, il faut en prendre acte. Il ne s'agit pas de 1000 personnes licenciées, heureusement, même si elles sont déplacées à l'extérieur. J'attire l'attention sur le fait que le gouvernement bruxellois, et Didier Gozan avec son efficacité, son énergie qu'on connaît, et Rudy Verwoerd, ont mandaté directement leurs administrations pour essayer de voir ce qu'on allait faire de cet endroit qui fait quand même 37 000 mètres carrés, oui, et qui reste, parce que j'ai entendu que vous parliez de mobilité aussi, qui est quand même très très bien situé. Vous êtes à Ossegem, vous n'êtes pas très loin de Bécane, vous êtes près de la gare de l'Ouest. C'est un pôle de développement possible, et j'ai entendu que toutes couleurs confondues, tout le monde avait l'air à peu près d'accord pour dire qu'il faut garder de l'industrie et ne pas céder à la tentation de n'en faire que du logement, tentation qui pourrait être vraie à cause du boom démographique que connaît notre ville. Alors, Ahmed Laouej, est-ce que quelqu'un a fauté dans cette histoire ou c'est juste la faute à Deleuze?
On pense d'abord aux travailleurs, pour qui évidemment c'est une perturbation, parce que de fait, ils étaient habitués à travailler sur un site, on leur demande désormais d'aller sur un autre, un peu plus éloigné, et puis surtout, ils s'interrogent sur le fait de savoir si ça n'est pas la première décision qui sera suivie par d'autres décisions, qui pourra leur toucher en effet à l'emploi. Et donc clairement, il va falloir être vigilant et faire en sorte que la concertation sociale fonctionne bien, avec le soutien des autorités. Moi, je me réjouis de voir que le gouvernement bruxellois a immédiatement pris le taureau par les cornes, parce qu'il faut pouvoir en effet anticiper et relancer une activité sur le site. 37 000 mètres carrés, c'est énorme. À Bruxelles, le foncier se fait rare, et il faut en faire en effet une zone de développement économique, pourquoi pas, avec des filières d'avenir, mais en même temps, quelque chose qui s'intègre dans le paysage molenbeekois. Il faut pouvoir, me semble-t-il, en profiter pour faire en sorte de redonner un essor à ce quartier qui en a bien besoin. Donc on absout un peu Deleuze de toutes les fautes, et on absout peut-être les responsables, quels qu'ils soient, de ne pas être proactifs, de peut-être pas avoir des liens suffisants avec les entreprises pour être au courant un peu des problématiques des entreprises. J'ai vu que certains essayaient d'en faire une polémique en essayant d'imputer la responsabilité au monde politique. Bruxelles, ça reste un des plus grands bassins d'emploi du pays. C'est 700 000 emplois. Bruxelles concourt à 20% de la richesse nationale annuellement pour une population de 10%. Qui représente 10% dans la population globale. Donc nous sommes dans une région particulièrement prospère, attractive. On doit évidemment être vigilant et on doit en effet faire en sorte que Bruxelles puisse être à la hauteur des enjeux contemporains. Par exemple, je me réjouis de l'initiative prise par Rudy Vervoort et Fadil Hanan pour faire en sorte que les anciens bâtiments d'AXA puissent abriter une Silicon Valley bruxelloise avec les métiers du digital, du numérique. Ça, ce sont des filières d'avenir qui permettent par ailleurs de donner des débouchés, d'offrir des débouchés à notre jeunesse. Ma question était peut-être plutôt, François de Smet, est-ce qu'on aime les entreprises à Bruxelles ? Est-ce qu'on aime, parce qu'on parlait des multinationales, c'est vrai, Deleuze, c'est une multinationale belge, c'est assez clair. Est-ce qu'on aime suffisamment les entreprises que pour finalement les obliger à avoir une responsabilité sociétale, comme vous le disiez ? Alors, je pense que oui, on les aime. Là, on parle de Deleuze parce qu'en plus, c'est une marque extrêmement connue et qui fait partie de notre histoire. On est tous allés au moins une fois un jour, je crois, dans un Deleuze. Et j'espère que cette entreprise a conscience de son empreinte sociétale et du fait que, par les magasins et les services qu'elle offre, il est important qu'elle reste non seulement à Molenbeek et ailleurs. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a peut-être une tension entre Bruxelles et l'industrie. Parce que l'industrie demande de la place, que de la place, il y en a de moins en moins. Sincèrement, j'ai pas de raison de pas croire Deleuze quand ils disent sérieusement les amis, c'est pas une question de politique, c'est même pas une question de mobilité, c'est une question de taille. On n'arrive plus on n'a pas la place qu'il nous faut là où on est, et on a une occasion, et vous pouvez pas nous reprocher d'un moment lié. C'est regrettable, mais voyons le verre à moitié plein. Il y a on a tout en main pour faire de ce site quelque chose d'assez formidable si on arrive à y réattirer des industries et pas seulement du secteur tertiaire. La vraie réflexion, elle est là. Comment est-ce qu'on ramène et qu'on sauvegarde des industries à Bruxelles ? C'est un vrai sujet. Et je termine, je sais que vous voulez prendre la parole. Il y a des tas de gens qui ont besoin aussi de travail industriel. On sait bien qu'on a un immense problème de formation et de qualification dans ce pays. Et à Bruxelles, mais singulièrement à Bruxelles, on ne peut pas transformer tout le monde en CIO ou en gestionnaire de boîtes confectionnant des sites web. Il y aura toujours des gens dont l'intelligence, c'est la main, c'est le travail ouvrier et manuel. Et il faut des solutions à Bruxelles aussi pour ces gens-là. Pauline de Glum. Oui, donc vous parlez quand même de responsabilité sociétale des entreprises, mais dans le cadre de l'Est, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Alors très concrètement, j'ai vu que le CDH disait il devrait céder le site à la région pour un prix, par exemple... un euro symbolique, par exemple. Un euro, mais un prix symbolique, ils ont dit. C'est peut-être pas... Ça, c'est une piste ? Il y a CityDev, qui est donc le bras armé foncier de la région bruxelloise, et Perspective.Bruxelles, qui ont été chargés par le gouvernement bruxellois d'une mission exploratoire. Ils vont forcément dialoguer avec Deleuze, voir ce qui est possible. Le terrain, en effet, appartient à Deleuze. Et c'est une entreprise privée. Il n'y a pas de raison qu'elle soit complètement philanthrope, mais il y a des raisons qu'elle puisse se dire qu'en effet, elle a une responsabilité sociétale, parce que même si elle ne licencie personne, elle déplace beaucoup de monde d'un endroit à un autre. Donc on va voir quel geste ou quelle marge de manœuvre est possible. Il faut les laisser, je crois, travailler dans une certaine discrétion. Je vous demandais un geste aussi à Deleuze là-dessus. Mais Deleuze, c'est l'acteur central. Donc il va falloir qu'on puisse se mettre à table avec eux et en effet négocier
la reprise de ce site. 37 000 m², c'est énorme. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse aboutir avec eux sur une mise à disposition, voire un transfert de propriété de cette surface qui peut nous servir à refaire du développement économique et redonner des perspectives positive pour Molenbeek, mais pour la région bruxelloise dans son ensemble. Donc, pas de chasse aux sorcières, effectivement, et pas de procès en sorcellerie. Néanmoins, ne soyons pas naïfs, hein, ça reste une logique d'entreprise, de grande entreprise, d'entreprise multinationale, s'agissant de Delhaize. Donc, il y a des actionnaires derrière qui recherchent le profit. On va simplement leur rappeler qu'il est peut-être aussi de leur intérêt de faire en sorte que la marque Delhaize ne soit pas associée à des décisions qui soient des décisions négatives pour le tissu économique bruxellois. Une conclusion, Marcel. Oui, je remarque quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on parle beaucoup d'emploi bruxellois, etc., alors qu'on sait que l'emploi de Delhaize n'est qu'en partie bruxellois et que pour un certain nombre de gens, le déplacement va au contraire les arranger. Ou pas. Oui, ou pas, non. Tout dépend où ils une habitent. Partie, ceux qui habitent en Flandre, par exemple, en périphérie. Et donc, quelque part, je me dis, moi, ce qui me perturbe, c'est depuis très longtemps, c'est justement Bruxelles qui se limite à ses frontières. Et au-delà, on a l'impression qu'on ne peut plus parler avec nos voisins économiques flamands. Bon, ça peut se comprendre vu les différences de partis, etc. Mais il faudrait quand même un jour qu'on renoue de façon beaucoup plus étroite les contacts et qu'on arrive à créer des stratégies globales qui entourent la périphérie. On ne va pas rouvrir ce dossier-là, on aura certainement l'occasion d'en parler au moment des élections, et surtout avec des Flamands. C'est une phrase. Oui. Il y a des gens qui travaillent déjà, qui vivent à Bruxelles et qui vont travailler en Flandre et même en Wallonie. Ils sont beaucoup moins nombreux que dans l'autre sens, mais ça existe. C'est la différence entre l'emploi intérieur et l'emploi résidentiel. Alors, il y a aussi une très grande différence ici. Il y a ceux qui disent Delhaize et ceux qui disent Delhaize. Je crois que ça, c'est un gros problème. On y reviendra. On va passer au autre dossier. On en reviendra. On y reviendra. Alors, un député bruxellois et sénateur quitte le MR et ça a fait les gorges chaudes. Il faut dire que c'est Alain de Stex. C'était mercredi matin. Il annonçait au Sénat la constitution de sa liste pour le 26 mai, la liste de Stex. Marie-Noël Dinan et Marjorie Félinger. Je lance des listes d'Estex avec comme slogan oser la vérité. Logo, slogan et même programme, Alain de Stex lance officiellement son nouveau parti et du même coup annonce son départ du mouvement réformateur. Un départ que le député bruxellois n'attribue pourtant pas à sa mauvaise place sur la liste régionale. Non, absolument pas. Depuis le vote par le MR du pacte migration de Marrakech, j'étais en désaccord et les désaccords se sont approfondis petit à petit. Il y a eu un désaccord donc, sur le pacte de migration de Marrakech, 2 fois au Parlement bruxellois, notamment sur le projet de Mme Frémaux, d'envoyer des inspecteurs pour faire des tests à l'aveugle, pour tester si les propriétaires ne faisaient pas de discrimination. Je suis contre cette approche qui est anti-libérale, si vous voulez, qui est à mon avis coercitive. Théo. Theo Franken, un homme qui inspire Alain de Stex, le bruxellois définit en tout cas son nouveau parti comme une sorte de NVA francophone. J'assume le fait que les listes d'Estex sont des listes dont un grand nombre d'idées sont les mêmes que celles de la NVA, sauf bien entendu sur le séparatisme et le confédéralisme. Mais sur la politique migratoire, nous soutenons ce que Theo Franken a fait. Autour du bruxellois, les premiers membres de sa liste, tous wallons, 2 ex-membres du MR et un parlementaire indépendant. Si Alain de Stex a toujours été en marge de sa formation, cette fois-ci, le point de rupture avec le mouvement réformateur semble définitif. Mais pour l'instant, les hautes instances du MR se contentent de réagir par communiqué de presse et confirment que le député bruxellois s'est de facto auto-exclu du parti. Marcel Sell, il y a des choses qui vous avaient surpris. Mais oui, ça m'a amusé plutôt. Il montre son slogan qui est « Osons la vérité » et il dit notre slogan « Osez la vérité ». Donc il ne connaît pas tout à fait son slogan. Et puis le mot « vérité », c'est le même que le slogan du Peuple, le journal du Parti populaire. C'est un slogan souvent poujadiste. Dès qu'on parle de vérité en politique, il faut vraiment se méfier. Alors, j'imagine évidemment que nos 2 invités ne vont pas nécessairement défendre Alain de Stex, ni le MR d'ailleurs. Donc plutôt, quelle est votre réflexion? Ahmed Laoueche, je vais commencer par vous, par rapport à cette déconstruction à la droite du MR. J'avoue que je n'ai pas envie d'y consacrer beaucoup de temps, mais la moindre des politesses, c'est de vous répondre. C'est très gentil, parce que c'est moi qui choisis les thèmes. Voilà, très bien. La moindre des politesses, c'est de vous répondre.
Non, si on doit commencer à faire l'inventaire et à parler de tous les déboires du MR, je crois qu'il faudrait plus qu'une émission. Hein. Mais cela étant, s'agissant de ce texte, moi, il y a une chose que je n'ai pas comprise, c'est que le MR a quand même attendu fort longtemps pour peut-être lui indiquer qu'il était indésirable, ou en tout cas pour se manifester s'agissant de l'adhésion de ce texte aux valeurs prétendument libérales. On se rappellera quand même qu'il a été exclu du Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe dont la présidence est briguée par Didier Reynders. Secrétariat général. Le secrétariat général, absolument. Et donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a longtemps qu'il aurait peut-être dû quitter le MR, ou que le MR aurait peut-être pu s'en débarrasser, parce que, je suis désolé, mais quelqu'un comme Alain de Stex était très éloigné des valeurs historiques du libéralisme. Mais il permettait aussi de les catalyser. Oui, mais alors ça veut dire que vous imputez au MR le fait qu'il n'est pas que libéral, qu'il est peut-être encore un peu autre chose. Mais je pense que Alain de Stex, depuis très longtemps, avait quitté le terrain des valeurs humanistes qui font, me semble-t-il, tronc commun entre les grandes familles politiques belges, que ce soit les socialistes, les démocrates chrétiens, les écologistes et les socialistes. Parce que régulièrement, il tenait des propos xénophobes, blessants, offensants. C'est pour ça qu'il n'a jamais eu de fonction exécutive. Finalement, comme vous le dites, on parle beaucoup de quelqu'un qui n'a jamais eu de... Vous savez, à partir du moment où quelqu'un comme ça bénéficie d'une impunité au sein de sa formation politique, moi j'ai quand même souvent entendu Charles Michel, Olivier Chastel, dire qu'ils étaient les chantres de la défense des droits humains, etc. Donc là, il y avait, me semble-t-il, plus qu'une différence idéologique entre Alain de Stex et le MR, il y avait une forme de complaisance, parce que vous avez raison, à des fins électoralistes, ça les arrangeait peut-être bien de l'avoir chez eux. Mais cela étant, je ne sais pas moi... Il n'y a jamais... Attendez, Marcel, c'est une seconde. Il n'y a jamais eu d'élus au PS qui contrevenaient aux valeurs du parti? Oui, mais alors on a des procédures de rappel à l'ordre, et pour le reste, après, une fois qu'on a une ligne, les gens s'y tiennent, notamment sur certains votes. Mais il ne me semble jamais avoir entendu un député, par exemple fédéral ou régional, traiter nos concitoyens d'origine maghrébine de Norvégiens avec toute la condescendance que ça suppose. Et ça n'est qu'un exemple, et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Oui, mais vous savez, il y a effectivement des propos explicitement racistes ou xénophobes, et puis alors il y a le recours à un certain lexique, un certain langage qui a un sous-jacent en réalité négatif et péjoratif. Et moi je m'excuse, mais on ne peut pas se revendiquer à la fois du libéralisme et tenir des propos pareils. Alors François de Smet, c'était pas votre ami Alain de Stex, hein? Du temps années... où vous n'étiez pas encore en politique. Hein? Oui, ça fait quelques années qu'il m'attaque, moi, ou Myria, ou Unia. C'est l'un des rares parlementaires, sans d'ailleurs être cadré par le MR de la manière qu'il faudrait, à mon avis, qui a demandé la suppression de ces institutions, même si il a le droit en démocratie de dire ce qu'il veut. Je crois qu'on assiste à la fin d'une relation toxique. Voilà, comme entre deux êtres humains ou dans un couple, mais qui a été en effet longtemps profitable aux deux. Et là, il y a quand même une vraie hypocrisie. Parce que d'un côté, le MR, ça fait quand même 24 ans qu'il y était, le laisse peu à peu dériver de plus en plus vers la droite, faire des sorties de plus en plus limites. En effet, je trouve moi aussi s'écarter du tronc commun humaniste. Et en même temps, ce parti continue, en effet, pour capter un certain électorat, à le prendre sans cautionner ses discours et sans lui confier de responsabilité. Parce qu'à un moment, il faut choisir. Soit on trouve que ce monsieur dit des propos dans lesquels le MR peut se reconnaître, fait des voix, reconnaissons-le, et du coup, il faut lui donner des responsabilités, comme un Echfina et Excel qu'il aurait pu légitimement avoir d'un point de vue numérique arithmétique. Ou bien on considère que non, ça ne va pas, il est hors ligne, et alors il faut l'exclure. Non seulement le MR ne l'a jamais fait, mais comble de la faiblesse, il finit par se faire plaquer, lui, par Alain de Stex, comme il se fait plaquer par Assita Conco, par la NVA, qui fait chuter le gouvernement. Et donc, Mais la situation est plus claire maintenant. Peut-être, quoique je trouve ce parti que je connais un peu n'a toujours pas vraiment choisi. Pour moi, il y a trois groupes, si vous voulez. Pas deux, il y en a trois. Il y a des libéraux plutôt de gauche, très humanistes. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas leur attirer d'ennui, mais ce sont ceux qui s'opposent aux visites domiciliaires, ce sont ceux qui parfois... par exemple, il y a une tendance droite, style de Stex, mais il n'est pas tout seul, il y en a d'autres, et pourquoi pas? On peut être très à droite et pas encore hors cadre et exprimer une parole qui a droit de citer. Et non, il y en a une troisième qui a le pouvoir depuis longtemps et que j'appelle moi les libéraux pragmatiques. C'est-à-dire que je vais être de gauche si tu veux que tu sois de gauche, je vais être de droite si tu veux que je sois de droite, job, l'important c'est le socio-économique. L'immigration, on va laisser ça à la NVA et à d'autres parce que c'est pas très intéressant et c'est le pouvoir qui compte. Et cette tendance-là, en essayant d'amalgamer les autres et de nous faire
croire que Richard Miller et Nano Stex sont dans le même parti depuis 15 ans, c'est puise, évidemment. François de Smet, oui, je parlais de transparence ici. Est-ce que en arrivant à Myria, c'est parce que vous étiez étiqueté EMR à l'époque? Non, pas du tout. J'ai été étiqueté EMR parce que j'ai travaillé 5 ans avec Hervé Asquin, qu'on pourrait plutôt classer d'ailleurs comme libéral de gauche. Je n'avais pas de carte de parti au moment d'arriver chez Myria, et les intéressés le savent, c'était une procédure, c'est l'or, complètement méritocratique pour le coup. Marcel Sec. Donc, moi, le problème... Donc, je repars sur ce que vous disiez, Ahmed Laoueche. Le problème en Belgique, j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a pas que au MR, et je ne vise pas uniquement votre parti, mais il y a... Tous les partis politiques un peu importants ont beaucoup de mal à se débarrasser de gens qui font beaucoup de voix, mais qui en même temps posent un problème, que ce soit éthique ou financier ou autre. Et je me demande s'il n'y a pas une sorte de... si on n'accorde pas trop d'importance justement aux faiseurs de voix, et si on n'a pas détriment des valeurs. En général dans les partis belges. Emmanuel Foulon. Moi je vais dire De Stex parce que je disais Deleuze, ça je voulais être très clair dès le départ. Au moins c'est clair, là au moins c'est clair, bravo. Comme tout le monde, moi j'ai entendu le départ de Stex pour aller fonder un nouveau groupe politique à gauche de l'extrême droite. Ça peut pas être une surprise, on sait que ça fait des années que ça ne va pas et ça n'a jamais vraiment été, ça n'a jamais vraiment collé. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il part à un moment où la coalition fédérale dans laquelle était le MR n'a jamais été aussi à droite depuis 60 ans. L'autre chose, et c'est pour ça que c'est quand même un mauvais coup pour le MR, il y a un double plaquage, effectivement, il y a une double peine. C'est d'une part, le MR ne l'a jamais mis dehors, et finalement, effectivement, comme le disait François de Smet, s'est fait plaquer. Et à un moment qui est peut-être encore le pire, c'est un moment où les propos de Stex, qui sont aussi un peu, à certains moments, les mêmes propos que Franken, et d'une voix qui a beaucoup plus de succès maintenant à travers l'Europe qu'elle en avait avant, donc il fera des voix. Donc c'est vraiment un manquant gagné. L'autre aspect, c'est, je me demande, est-ce que De Stex part au bon moment? Il faut savoir quand même qu'il doit avoir fini déposer ses listes pour le 30 mars. Ça paraît assez court. Il doit avoir, s'il se présente à Bruxelles, il doit faire 5% et 25 000 voix pour avoir des députés. C'est énorme. À lui tout seul, il ne pourra pas le faire, même s'il a toujours été énormément... il a fait énormément de voix. Donc, est-ce que le timing est bon? Ça reste vraiment une bonne question. On passe maintenant à tête d'affiche. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités à tous les deux qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un ou une et vous en parler en bien ou en mal. On commence par vous, Ahmed Laoueche, avec Nafi Thiam, la championne d'athlétisme en pleurs à cause de sa fédération, ou alors Chloé Van Dorselaar, une actrice bruxelloise qui était primée à Londres dans un festival de court-métrage, Philippe Van Parijs, le prof qui a conçu une fresque européenne Station Schumann, ou Marc Hollis, le génial chanteur de Talk Talk, décédé le week-end dernier. Alors qui choisissez-vous? C'est un beau choix. Nafi, Chloé, Philippe ou Marc? Je suis partagé entre l'athlète et le philosophe. Même si la philosophie, ça peut être aussi un sport cérébral. Hein. Ça mène à tout, même à la politique. Philippe Van Parijs. Van Parijs, parce que c'est quelqu'un de très intéressant, mais avec qui je suis en désaccord régulièrement. J'ai beaucoup débattu avec lui sur les questions qui étaient liées à la réforme du financement des comités des régions, par exemple. Et je me rends compte à quel point il y a parfois entre la temporalité politique et la temporalité philosophique, il y a parfois comme un malentendu presque intrinsèque en réalité. Mais en même temps, je crois qu'on a besoin d'idées. Mais je suis en désaccord avec lui sur beaucoup de choses. On verra ce qu'en pensera votre philosophe s'il est élu à la Chambre sur la temporalité de la philosophie et de la politique. Alors François de Smet, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord Angèle, la chanteuse 2 fois couronnée bruxelloise de l'année cette semaine. Anne Gruet, la juge d'instruction, distinguée notamment au César. Stanley Donen, le réalisateur de Chantons sous la pluie, décédé le week-end dernier. Ou le nouveau buteur anderlechtois Yannick Bolassi. Qui choisissez-vous? Angèle, Anne, Stanley ou Yannick? C'est aussi un très beau panel. Je dois avouer que je suis assez fan d'Angèle. Depuis. C'est un aveu quand même assez candide, c'est pas très grave. C'est vrai. Non, mais comment vous dire? Oui. C'est-à-dire, ça marche. Pourtant, a priori, vous écoutez les paroles, vous écoutez une chanson d'Angèle, ça n'a pas l'air révolutionnaire comme ça. Et tout, ce qui marche avec de la simplicité apparente demande en fait un travail énorme.
Et en fait, dès que vous commencez à écouter réellement, regarder ce qu'elle fait, la manière dont elle se fait accompagner, l'ensemble, alors, le fait que ce soit aussi une histoire familiale avec ses deux parents, comédienne, chanteur, l'ensemble de son parcours et de ce qu'elle fait reflète quelque chose que je trouve reflétant une simplicité apparente, mais qui, à mon avis, reflète surtout beaucoup de labeur, et quelque chose d'intrigant, d'un peu mystérieux sur lequel elle joue, et qui bien sûr est une des clés de son succès. C'est populaire, c'est très populaire, mais c'est pas facile au sens commercial. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais du coup, elle a quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Ça sent la rencontre, ça, une rencontre intéressante. Je vais vous proposer à tous les deux une personnalité qui a fait l'actualité de la semaine, et j'ai fait un petit résumé de ce que cet homme de la semaine a dit. C'est hallucinant maître Sébastien Courtois. Donc voilà un florilège de phrases choquées, délirantes, dites au procès Némouche, en tout cas à la sortie du procès. Comme je l'ai dit, au moment où on a dû malheureusement s'interrompre, je crois que ça fait 4 heures que je plaide, je sais pas, quelque chose comme ça. Le temps passe vite quand on s'amuse. On est en train d'aligner tout le monde. Leur histoire, le corne-cul, toutes les thèses sur la non-revendication par l'État islamique, on les a fait exploser les unes après les autres. Je dis c'est très sincèrement une boucherie pour les parties civiles, ou en tout cas leurs avocats. Une histoire de merde, on le sait bien tous, et d'ailleurs la partie civile, ils rigolent pas pour le moment. Voilà. Mais ça, on va expliquer. Alors attention, on va expliquer certaines choses, mais on veut rester en vie aussi. Je vous le dis. Toutes leurs théories ont été... je les ai fait voler en éclats les unes après les autres. Il m'a fallu 30 secondes par théorie, c'est dire si elles étaient solides. Et c'est ces gens-là qui me traitent de nazi. Ça suffit maintenant, évidemment, ils ont pris. Notamment certains confrères qui viennent expliquer, qui sont professeurs de ci et de ça, et qui ne maîtrisent pas les rudiments de la matière. Les mecs n'y connaissent rien, ils viennent me traiter de complotiste. Je veux dire, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce qu'ils seraient en train de bouffer les pissenlits par la racine. Voilà. Donc alors c'est un sauteur de haie, et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à employer des images qui sont assez proches du débat lui-même. On est en train d'aligner les gens, c'est ce qu'on fait d'habitude quand on les fusille, on va les faire exploser, c'est une boucherie pour la partie civile, on veut rester en vie, ça vole en éclats, ils vont manger les pissenlits pour la racine. Et là, je vous ai pris que le meilleur. Donc, il y en avait encore beaucoup, et juste sur 1 minute. Donc, c'est clairement ce qu'on appelle une défense de rupture, ou en tout cas de délire. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'un avocat peut tout dire, François Desmettes? En le regardant, par effet de miroir, je pensais à Vergès. Il y a des grands avocats, mais justement, qui montrent qu'il est possible de défendre des types qui ont fait des choses horribles, tout en faisant honneur à sa profession, parce que tout le monde a le droit d'être défendu malgré tout, même des terroristes, même des Némouches. Et là, de un, je trouve qu'il ne lui rend pas vraiment service, sur un plan purement tactique, stratégique. Et de deux, c'est vrai que c'est un choix de défense qui paraît un peu suicidaire, qui ne rend pas hommage à aucun moment aux victimes, mais en effet, en démocratie, il faut pouvoir accepter que les avocats puissent tout dire dans le cadre d'un prétoire. C'est leur droit, c'est leur responsabilité aussi, ça fait partie du jeu, et même si c'est dur, c'est la même chose pour des parlementaires qui s'expriment au sein d'une enceinte, même si c'est compliqué, ça fait partie des règles démocratiques. Et là, c'est comme ça. Je crois qu'il rend un très mauvais service à son client. Je ne comprends pas très bien la stratégie, mais ça fait partie du droit à être défendu, de pouvoir bénéficier d'une liberté d'expression totale. Alors, Ahmed Laouej, qu'est-ce que vous pensez de cela? N'est pas Vergès qui veut, je veux dire, avec le procès du FLN, avec le procès aussi Barbie, vous aviez Vergès qui faisait de sa plaidoirie un procès politique. Et alors il visait les institutions, un certain establishment, mais c'était construit. Alors il défendait évidemment, alors s'agissant de Barbie évidemment, des criminels nazis de la pire espèce, s'agissant du FLN de l'époque coloniale, affaire complexe s'il en est, mais il en faisait quelque chose, il y avait une construction. Ici on a, me semble-t-il, un avocat qui se met en scène et qui, me semble-t-il, essaye davantage de faire sa propre plaidoirie que celle de son client. Donc moi, je trouve que c'est assez déplorable, en réalité, comme spectacle. Alors, 5 infos de la semaine, on va voir si elles vous ravissent ou si elles vous ont énervé. Donc, vous en choisissez une parmi les 5.
Et on va commencer par François de Smet. Il y a d'abord Decathlon qui retire son hijab de sport, l'hydrogène vert inépuisable, il n'y a pas eu d'accord entre Kim et Donald, c'était à Hanoï, la fin des suppléments dans les pharmacies de garde, ou la Belgique qui n'avait pas à dégeler les intérêts des avoirs libyens. Alors François de Smet, s'il y a une info là-dedans qui vous énerve ou qui vous ravit? Je vais prendre la première qui est peut-être l'une des plus compliquées, mais parce que la question du hijab et de tous ses dérivés revient, et en général avec un fait divers, où là c'est un produit commercialisé en France qui tout à coup devient quelque chose, et j'entends les arguments de part et d'autre, et je trouve j'ai pas de position totale définitive arrêtée, je trouve que c'est un sujet très complexe, mais j'observe quand même qu'on confond le droit et les valeurs. C'est-à-dire que vous avez le droit de penser, sincèrement, que le hijab et ses dérivés, le fait qu'on fasse des produits de ce genre-là, pose quand même un problème vis-à-vis de l'émancipation des femmes, pose problème. Mais je ne vois pas sur quelle base vous pourriez penser une seconde à l'interdire. Parce que tant que vous pouvez être reconnaissable en rue, vous avez le droit d'exprimer vos convictions et votre religion, y compris dans votre manière d'être habillé, tant que vous êtes reconnu, c'est-à-dire que la frontière de la burqa et du niqab est très importante parce qu'il faut une intersubjectivité minimale, et la Cour européenne des droits de l'homme a très bien placé la limite. Mais la démocratie, c'est aussi le droit de débattre en disant je trouve quand même que c'est un accoutrement où le port du foulard pose problème dans tel et tel endroit, pourquoi pas avec une imitation dans telles administrations. Je trouve le débat intéressant, et sans faire de positionnement définitif, je trouve qu'on ne doit pas le négliger. Il doit sans doute continuer, tant qu'on fait bien la différence entre le droit et la valeur. Vous pouvez respecter le droit de quelqu'un sans adhérer à ce qu'il porte ou à ce qu'il fait. Ce sont vraiment deux choses différentes. Alors, dans ce choix de 5 infos, que choisissez-vous, Ahmed Laouej? Alors moi, j'aimerais que se dévoile le dossier des avoirs libyens, parce que... Vous n'êtes pas le seul, hein. Prince Laurent est d'accord avec vous. Hein. Le Prince Laurent est d'accord avec moi, ou je suis peut-être d'accord avec le Prince Laurent. Non, on est vraiment face à un scandale d'État. Hein. Donc, les Nations Unies, à plusieurs reprises, ont affirmé, écrit, notifié que tant les capitaux que les intérêts de ces avoirs libyens devaient être gelés et ne devaient en aucune manière être dégelés. Qu'est-ce qu'on apprend? Excusez-moi, d'après Charles Michel, c'est sous Elio Di Rupo qu'ils ont été dégelés. Oui, mais la question qui se pose est de savoir qui l'a autorisé, parce que ce que l'on sait aujourd'hui, et personne ne remet ça en cause, c'est que ce dossier n'est pas passé en cairn. On n'a pas été décidé en Conseil des ministres. Donc manifestement, c'est un haut fonctionnaire qui d'ailleurs l'admet. Hein, donc il avoue avoir dégelé. Et puis il a aussi confessé à vos confrères du VIF, qu'il l'a fait non sans concertation avec l'autorité politique. Alors, de quelle autorité politique il s'agit? Il est venu dire le contraire en commission, mais il est rattrapé par les faits. Et puis, on a un ministre qui était d'abord aux finances et puis aux affaires étrangères, qui est dans la dénégation et qui essaye de refiler la patate chaude. Là, vous parlez de Didier Reynders. Donc il faut voir clair, en fait, dans clairement, cette affaire. et à ce stade, rien n'est plus obscur. Et donc, il faut vraiment faire la lumière, parce qu'on parle de 2 milliards d'euros qui ont peut-être, je dis bien peut-être à ce stade, permis de financer des activités criminelles. On parle d'activités terroristes, on parle de trafiquants d'êtres humains, on parle de choses particulièrement atroces. Donc on est face à un scandale d'État. Donc moi, ce que j'ai demandé au Premier ministre, c'est qu'il collabore avec la justice, parce qu'il y a une instruction judiciaire qui pour le moment est en cours et qui pour le moment cale parce qu'il n'y a pas de collaboration optimale du secteur bancaire, en tout cas des banques concernées, mais également de certaines autorités administratives. Il faut bien s'imaginer, dans un dossier comme celui-là, ils n'ont même pas demandé son avis à la cellule anti-blanchiment, la fameuse CETIF. C'est quand même particulièrement grave. Et alors, ce qu'on apprend surtout, parce que Charles Michel dit « mais je n'ai plus rien à voir avec ce dossier », non, en réalité, les intérêts ont continué à être dégelés pendant, je dirais, l'actuelle législature. Donc clairement, on est encore au début, me semble-t-il, des découvertes dans ce scandale d'État. Eh bien, à suivre donc. On va passer maintenant à notre thème suivant. On va parler d'altercations, de tensions dans la rue. On croyait que c'était un lieu calme et paisible, la rue. Eh bien, pas du tout. Pas toujours, en tout cas. Les tensions se multiplient entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Reportage d'Adeline Bouin et Nicolas Skenarts. Nous sommes rue de la Loi. Cette scène est totalement surréaliste et durera plus d'1 kilomètre. On y voit un cycliste accroché sur le capot d'une voiture. Elle accélère et finit par tourner à droite.
L'affaire est aujourd'hui dans les mains du parquet de Bruxelles. Un événement qui montre à quel point la cohabitation entre automobilistes et cyclistes peut être hostile. Il ne nous a pas fallu longtemps avant de se rendre compte de cette tension. C'est vraiment de plus en plus compliqué de conduire avec les cyclistes parce qu'on essaye de les éviter, on fait au mieux pour eux, mais eux ne font pas toujours attention aux automobilistes. Les gens ne roulent pas très bien, que ce soit à vélo ou en voiture. C'est-à-dire que si on est sincère, on doit respecter quand même le code de la route, ce que je vois tous les jours, du matin au soir, qui n'est pas le cas. Je suis cycliste depuis 8 mois. 8 mois, 3 petits accidents. Ils sont prioritaires, hein. Ils sont les rois. Bon, on fait ce qu'ils veulent et eux font ce qu'ils veulent aussi. Serait-on face à une guerre des transports? Un face-à-face inquiétant. En tout cas, 3 cyclistes sur 4 estiment ne pas se sentir en sécurité sur leur trajet. Le GRAC plaide pour davantage de formations et en premier lieu des formations qui seraient intégrées directement au programme scolaire. Je crois que ça formerait de meilleurs cyclistes à la base, mais également de meilleurs usagers, puisque voilà, quand les gens sont au volant d'une voiture, ils se rendent mieux compte aussi des comportements qui sont risqués pour les cyclistes, qui les mettent en danger. Et donc je crois que ça permet d'instaurer une meilleure cohabitation sur la route entre tous les usagers. Former les usagers, une solution sans doute nécessaire car chaque année, on compte 15% de cyclistes supplémentaires. Alors, Emmanuel Fouon, qui a raison là-dedans? Tout le monde a tort. Écoutez, c'est vraiment, il faut bien reconnaître, je vais essayer d'être poli, c'est le chaos dans le centre de Bruxelles. Moi, j'habite au Pentagone. Vous savez, près du Parc Royal, c'est cette zone qui est à 30 km/h, qui en fait est à 5 km/h quand c'est des embouteillages et qui est à 60 km/h quand il y en a pas. C'est une moyenne 30. Oui, exactement. Si vous mettez un carrefour pendant les heures de pointe, vous allez voir, c'est facile. Toutes les 30 secondes, il y en a un qui brûle le feu rouge. Toutes les 30 secondes, vous allez en voir un qui va rentrer dans le carrefour sans pouvoir en sortir. Donc c'est la faute aux automobilistes. Alors justement, je ne vais pas faire que bâcher les automobilistes parce que je peux faire exactement le même constat avec les cyclistes. C'est-à-dire qu'eux aussi brûlent le feu rouge de manière très régulière. Et finalement, vous vous retrouvez avec les automobilistes qui squattent les pistes cyclables, qui sont là aussi devant cette zone réservée aux cyclistes devant les feux rouges. Vous avez les cyclistes qui, eux, roulent sur les trottoirs de manière très régulière et qui roulent aussi sur les passages piétons, et je rappelle que c'est interdit. Et vous avez enfin les trottinettes électriques que je trouve très sympas, mais les gars, ils roulent n'importe comment. Et donc finalement, à Bruxelles, pour l'instant, dans le centre-ville, les usagers faibles que sont les piétons n'ont jamais été aussi faibles. Et ça, c'est hallucinant. Alors, il y a sûrement, moi je travaille aussi à Paris. À Paris, c'est déjà grave, mais ici, c'est encore pire. Il y a un problème d'éducation. Et vous vous retrouvez en fait sur la route avec des gens qui n'ont pour la moitié, soit pas de permis, soit qui ne respectent pas les règles. Donc évidemment que c'est le chaos. Alors, Ahmed Laoueche, vous êtes aussi bourgmestre à Koekelberg. Est-ce que par exemple, sur les trottinettes, vous allez prendre comme votre collègue Émir Kir des directives très très strictes pour les empêcher d'être parqués n'importe où ou de rouler n'importe comment? Mais à Saint-Josse, les décisions qui ont été prises sont équilibrées. C'est-à-dire que le bourgmestre est parti du constat qu'il avait des petits trottoirs et que les trottoirs, c'est d'abord fait pour les piétons. Et puis, il y a des usagers de trottinettes qui, en effet, circulaient sur les trottoirs. Donc, ça ne va pas, ça crée du danger. Mais il n'a pas interdit sur l'ensemble du territoire les trottinettes. À Koekelberg, nous verrons. À ce stade, je n'ai pas eu de remontée des services m'indiquant qu'il y avait des difficultés majeures. Mais s'il devait y en avoir, je donne d'abord la priorité à la sécurité des piétons. Ensuite, de quoi il faut faire en sorte... Pour moi, il y a un triptyque. Il y a l'aménagement du territoire, les pistes cyclables où peuvent également circuler les trottinettes. Il y a des règles qui doivent être respectées et puis il y a la civilité. Et j'ai eu l'occasion d'en parler d'ailleurs ici sur ce plateau. J'ai l'impression qu'il y a, alors c'est peut-être un constat qui est empirique et subjectif, mais il me semble qu'il y a peut-être de ce point de vue-là un recul et qui ne serait pas mauvais en effet, en partant des outils à notre disposition, je pense aux écoles par exemple, de remettre un peu l'apprentissage des règles, je dirais du bien vivre sur les routes. François Desmet. Il y a donc deux niveaux. Il y a qu'est-ce qu'on peut faire comme aménagement. Alors ça, c'est très local. Est-ce qu'il faut faire en sorte que toute la région soit une zone 30 et faire des exceptions? Est-ce qu'il faut punir plus sévèrement les gens qui mettent en danger les usagers faibles, même si tout le monde a une part de responsabilité? Et en effet, il y a quelque chose sur lequel, a priori, le politique a peu de prise. C'est ce fait que dès qu'on prend son volant ou qu'on prend son guidon, ça devient la struggle for life dans cette ville. Qu'on se retrouve à devoir négocier, à devoir invectiver, à devoir même, vous vous retrouvez, on a tous été automobilistes au moins une fois, je crois, de temps en temps, à devoir adopter des comportements d'intimidation en miroir, justement. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'avancez jamais. Et là, vous dites, mais c'est pas possible, je ne devrais... Après, vous vous détestez, vous dites, ça ne devrait pas être comme ça. Et
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil? En effet, il y a quand même un cours, on essaye de remplacer peu à peu des cours de morale et de religion dans les écoles par un cours commun de philosophie, ce que moi j'aimerais, et de citoyenneté. Eh bien, dans tout le vivre ensemble, la rue c'est quand même un des rares endroits où tout le monde se croise encore en dehors des cercles amicaux, des cercles professionnels. Comment faire pour que l'autre ne soit pas d'emblée un ennemi, si ce n'est en se mettant à sa place, que les automobilistes acceptent donc, de tout se le monde automobiliste, cycliste et piéton finalement, et comme ça ira mieux. À partir du moment où on va mettre en place des cours, c'est très bien, mais je pense que les effets n'arriveront que dans quelques années. À partir du moment où on va décider de faire des aménagements du territoire, c'est très très bien, mais les résultats ne vont arriver que dans quelques années. Alors là, à l'heure actuelle, effectivement, vous évitez la trottinette. J'habite à Scarbeck, superbe commune, surtout connue pour tous les accidents récemment, de cyclistes, de piétons, de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, effectivement, je comprends les vélos qui sont sur les trottoirs, parce que essayez de traverser Mézères à vélo, vous ferez une fois ou deux, la deuxième, vous finissez à l'hosto. La semaine prochaine, vous n'y arriverez pas du tout, parce qu'on. Oui, d'ailleurs, tout est fermé. Voilà, c'est peut-être la bonne nouvelle. Pour ceux qui ne le sauraient Merci pas. d'en rajouter. Voilà, c'est ça. Les trottinettes, même chose. Et je suis désolée, les couloirs de bus derrière lesquels vous mettez les vélos et les trottinettes sur des chaussées qui sont complètement défoncées. Vous avez un gars à 50 km/h avec 2 tonnes qui essaye de vous faire pousser dans une montée à la chaussée de Louvain, pour prendre un exemple. Ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait très vite surtout? Alors un escalator chaussée de Louvain pourrait être une solution déjà. Et donc c'est tout à fait ça, c'est normal qu'on ait des frictions sur la route parce qu'on est là avec des cyclistes de plus en plus nombreux qui essayent d'occuper cet espace public. Et le struggle for life, c'est pour eux en fait. Ils sont là, ils sont de plus en plus nombreux, ils essayent d'avoir une place. Et à côté de ça, on a des politiques, moi j'entends tout le temps cette phrase qui me rend dingue, il ne faut pas opposer les modes. Mais si, il ne faut pas opposer les gens, mais il va falloir à un moment opposer les modes, parce que ce que tu prends comme place à l'un, tu le donnes à l'autre. Et c'est obligé. Et les cyclistes, il va falloir faire des vraies places. Parce que ce sur quoi ils roulent, rue de la Loi, sur une piste cyclable complètement petite, les oblige à dépasser de ce truc-là. Et en effet, les piétons, c'est eux qui sont en danger maintenant, rue de la Loi. Et ça, je suis d'accord. Mais donc, on va devoir rééquilibrer ce partage et au plus vite, et arrêter de dire qu'on ne veut pas opposer les modes, parce que sinon, on finit par opposer les gens. On va demander tout de suite un avis très clair à nos deux invités. Pour vous, Ahmed Laouej, est-ce qu'il faut donner plus de place dans l'espace public au vélo, au détriment des voitures? Alors il faut réduire le nombre de voitures en circulation et il faut le faire par différents biais. Et un des biais les plus importants, c'est pas simplement d'offrir davantage de transports collectifs, c'est d'amener les gens au transport collectif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense, Madame de Glum, que la gratuité... On va en parler. J'ai essayé d'introduire le sujet. Non, mais c'est très bien. Non, mais je vous remercie de faire le lien. Bon, voilà qu'on m'interrompt maintenant. Non. Alors, François de Smet, est-ce qu'il faut laisser davantage de place au vélo, au détriment des autos? Oui, il y a quand même des progrès. C'est vrai qu'elle n'est pas terrible encore, cette piste cyclable rue de la Loi, mais elle n'existait pas il y a 10 ans. Donc, on peu à peu, non, Marcel, elle n'existait pas il y a 10 ans. Mais il n'y avait pas autant de cyclistes en effet. Oui, mais on se connaît. J'en connais plusieurs sur le plateau, mais je ne dirai rien. Mais en effet, il faut plus de place au vélo. Je dis juste que ça ne suffira pas. Quand vous avez une journée sans voiture, il y a aussi des blessés, parce que les cyclistes aussi envahissent. Il y a quand même quelque chose de très humain, genre je suis sur mon véhicule, usagé faible ou pas, et les autres ne comptent pas. Bien sûr, il faut protéger grandement les cyclistes et les piétons, parce qu'un choc pour eux leur est fatal tout de suite, et il faut plus de place pour les vélos, c'est évident. Parlons du sujet qui fâche pour l'instant, c'est cette gratuité des transports publics à Bruxelles. Et Ahmed Laouej apostrophait Pauline de Glum. Oui, une attaquante. Pas très sensible à l'argument gratuité des transports publics dans la Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi vous n'y croyez pas, la gratuité. Mais je pense qu'il y a encore énormément de gens pour lesquels les transports publics sont trop chers, ça c'est certain. Tout le monde n'a pas... Il y a des gens qui ont des petits revenus ou qui sont chômeurs qui ne sont pas dans le statut B, mais pour lesquels un abonnement STIB reste littéralement hors de prix, et ça, ce n'est pas normal. Donc pourquoi pas ne pas avoir une refonte de la grille tarifaire sur base pour qu'elle soit plus juste socialement. Par contre, la gratuité pour la gratuité, je la comprends pas à Bruxelles, où on sait qu'on paye la STIB énormément par la dotation régionale. Donc si c'est pour que ce soit via nos impôts que les Bruxellois payent et qu'on se passe de la contribution des employeurs, de gens qui viennent d'extérieur de Bruxelles, on est finalement par de gratuité, mais on sera dans une sorte de redistribution à l'envers. Après, sur un plan plus mobilité, rien jusqu'ici n'a prouvé l'intérêt.
Rien dans les expériences qui ont été menées ne prouve qu'il y a un report modal depuis l'automobiliste jusqu'au transport public. Et à Bruxelles, on le sait, on a un problème avec des moyens et revenus qui ne veulent pas encore prendre les transports publics parce qu'ils estiment que c'est une alternative pas valable. C'est les gens-là, pour les attirer, vu ce que coûte une voiture à l'achat, en assurance, en prix, ce n'est pas là le montant de l'abonnement Steep qui est un frein. Il faut des transports publics efficaces et pour ça, il faut des moyens. Parole à la défense, puisque au PS, on est pour la gratuité, en tout cas pour les jeunes. Oui, les jeunes et les seniors. Mais je ne comprends pas la logique binaire qui est développée par Madame de Glum, comme si le fait de rendre les choses gratuites empêchait de faire du financement par ailleurs. Question de choix politique. Un budget, c'est un choix politique. On peut à la fois rendre gratuit et continuer à investir dans les transports en commun, les infrastructures. Pour le reste, attention, il faut, à mon avis, être plus nuancé. Quand on dit qu'on va évidemment compenser le manque à gagner de la STIP, par exemple, par une contribution de la population, et que quelque part on créerait de l'injustice parce que tout le monde contribuerait. Sauf que la région, elle est financée pour une bonne part par l'impôt des personnes physiques qui épouse une progressivité. C'est-à-dire que le financement de la gratuité serait financé par un impôt qui est progressif. C'est-à-dire qu'il mettrait à contribution davantage les hauts revenus que les bas revenus. C'est les plus riches qui payent. Pour le reste, ce en quoi je crois, et là je vais faire un argument un peu rhétorique, mais moi j'ai pas le permis de conduire et j'utilise tous les jours le transport en commun. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, j'ai été accoutumé à prendre soit le bus, soit ensuite, plus tard, le métro et le tram. Si dès le plus jeune âge, vous habituez notre jeunesse à pouvoir se déplacer à Bruxelles avec facilité, et donc, autrement dit, de nourrir une habitude, et comme disaient les Grecs, l'habitude est une seconde nature. Ah oui, je fais un peu de philosophie aussi, il n'y a pas que monsieur de Smet. Ah oui, je ne vais pas lui laisser le terrain tout seul, que les choses soient claires. C'est déjà le cas. Et pour eux, c'est pas trop cher. Jusqu'à 11 ans. Si je peux me permettre. Et par ailleurs, et s'agissant de la justice redistributive, vous savez, oui, c'est vrai qu'à Bruxelles, on a la chance d'avoir des abonnements qui ne sont pas trop chers. Mais quand dans une famille nombreuse, vous avez 4 à 5 enfants, et qu'il faut payer... Mais attendez, et que vous devez ajouter aux frais d'abonnement les frais scolaires, et tant mieux effectivement qu'au-delà du 3e c'est gratuit, mais vous devez ajouter les frais scolaires, les frais de rentrée scolaire et toute une série d'autres, les frais de vêtements, toute une série d'autres choses, les familles ne s'en sortent pas. Donc soulager le portefeuille des ménages les plus fragilisés en rendant gratuit notamment l'abonnement scolaire, par exemple, et jusqu'à 26 ans, donc jusqu'à la fin de l'université. Cette notion, les ménages les plus fragilisés. Oui, mais vous savez, à Bruxelles, la part de ménages j'aimerais bien qu'on entende aussi l'avis de notre autre invité. Et pour le reste, ça n'est pas parce que vous privez d'une partie de ces recettes et pas grand-chose en réalité. On a budgétisé ça, c'est 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, ça n'est pas grand-chose sur un budget de plus de 250 millions d'euros. Donc, bref, ça ne coûterait pas cher, ce serait facilement finançable et ça permettrait de soulager le budget des ménages à faible et moyen revenu et de financer l'ensemble par une fiscalité plus progressive. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non. Avec tout le respect que j'ai pour Ahmed, c'est le prototype pour le philosophe, vous voulez dire. Oui, puisqu'il se fait philosophe, on va se faire homme de chiffres 2 secondes. C'est pas contradictoire. C'est le prototype de la fausse bonne idée. Ça a l'air très généreux de proposer la gratuité. Évidemment que si vous faites un sondage là-dessus, les gens vont être d'accord, tout comme si vous proposez qu'il fasse tout le temps 18 degrés en février, mais c'est pas normal non plus. Quel est le problème ? Le principal problème, c'est pas le tarif aujourd'hui, c'est l'offre elle-même. C'est que les gens voudraient bien prendre davantage les transports en commun, mais qui ne sont pas toujours performants, de qualité. Moi aussi, je vis du côté de Schaerbeek et Vers. Donc les gens qui, comme moi, prennent le 55, qui est constamment bourré à peu près toutes les heures de la journée, voient bien qu'il faut absolument un métro. Alors si on a de l'argent pour faire ça, et nous on n'a pas les mêmes chiffres, parce que les recettes de la STIB, c'est plutôt dans l'ordre de 300 millions, si on a cet argent-là, alors investissons-le d'abord pour développer le réseau, pour faire les lignes de métro là où elles manquent, pour enfin terminer rapidement cette ligne 3, faire les 4 lignes de métro qui d'après nous manquent, à mettre du bus et du tram là où il faut, et quand tout cela est fait, alors faisons autre chose. Et l'argument de l'éducation, on pourrait l'inverser, cher Ahmed, on pourrait dire, si tu payes ton métro, ton tram, ton transport, même un petit peu, et quand même beaucoup de gens le payent, les travailleurs du service public ne le payent pas, les travailleurs du privé ont une part de leur abonnement pris. Tu participes aussi au fait que tu vois ce que ça coûte quelque chose, qu'il faut payer le salaire à l'infrastructure, et tu te l'appropries. C'est très étonnant comme raisonnement, ça veut dire que finalement la gratuité de l'enseignement en soi ne devrait plus être un objectif. Pour que les gens comprennent que ça a un coût, il faudrait leur demander de payer un Minerval à l'école primaire. C'est un argument spécieux. Mais ici on essaie
essaie de faire changer de mobilité. D'une mobilité privée vers un transport public. Il doit être gratuit. Ce qui amènera les gens vers des moyens de transport en commun, c'est qu'ils existent et qu'ils soient accessibles facilement. Alors vous avez le droit à faire votre argument dans 15 secondes. Eh bien, investir dans la mobilité, faire en sorte qu'on puisse amener plus de gens dans les transports en commun, c'est aussi un investissement. Dire que ça rapporte de l'argent parce que l'encombrement des routes, ça a aussi un coût économique et budgétaire. Merci, on passe au coup de cœur. Les coups de cœur. Et on commence. À vous, Aurore, vous allez nous parler du Comic-Con qui a lieu ce week-end. C'est maintenant, c'est là, filez, vous coupez la télé, vous y allez maintenant, c'est dans 5 minutes. C'est à Tour et Taxi aujourd'hui et demain dimanche. Si vous êtes fan d'Harry Potter et des mangas, des comics et tout ça, même si vous n'êtes pas fan, je pense que le spectacle vaut la peine. On le voit déjà dans les métros avec tous ces gens un peu déguisés de tous les côtés. Franchement, c'est le beau plan. Le cosplay. La partie un peu plus négative, c'est que l'entrée est un petit peu chère. Alors vous, Emmanuel Foulon, vous vouliez nous parler aussi de quelque chose pour les enfants finalement. Là c'est pour les grands enfants, ici c'est plutôt pour les petits. Anima. Oui, dois-je vraiment promouvoir le festival Anima qui est sûrement le meilleur festival du monde. Ah bah dis donc vous. Non mais justement, c'est bien que vous en parliez comme ça parce que c'est justement pas réservé aux enfants. Je pense que le festival, le film d'animation est beaucoup plus malin que ça et touche les petits et les grands à la fois, quelquefois avec des vraies questions, quelquefois avec des vraies réflexions. Et d'un point de vue artistique, c'est vraiment très très bien. Alors je ne vous cache pas, vous l'aurez compris, je suis totalement fan. Ça commence ce week-end, prenez vos places et moi d'ailleurs il faut que j'aille acheter mon abonnement. Et ça dure toute la semaine de carnaval. Tout à fait. Alors, à vous, Pauline de Glum, vous vouliez parler, vous... Ah, mais oui, je connais ce film d'Éric Rohmer, Pauline à la plage. Ah oui, je ne sais pas si vous le connaissiez. Non, c'est pas tout jeune, c'est un très beau film. Je vous le conseille, vous qui conseillez à tout le monde d'aller se baigner. Oui, moi je me réjouis d'une nouvelle qu'on a eue hier, c'est qu'à la demande de plein d'associations, la région a étudié les lieux de baignade potentiels en ville. Et voilà, moi c'est quelque chose, quand j'avais vu le bas de ski à Berlin, là sur la Spree, je me suis toujours dit qu'il manquait un lieu de baignade comme ça à ciel ouvert à Bruxelles l'été. Donc voilà, ce sera que des journées test, mais c'est un premier pas. Ce sera dans notamment les zones du Rouge-Cloître, au Bois de la Campe, pas partout, mais donc des zones où ont été... Dans le canal même. Oui, où la qualité de l'eau sera contrôlée. Je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que on sait, il y a plein de gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Alors c'est vrai qu'il y a déjà Bruxelles-les-Bains, mais même à Bruxelles-les-Bains, il manquait... quand même ce contact avec l'eau et qui fait quand même tellement de bien par les jours de canicule. Alors une autre idée pour la semaine de carnaval avec vous, Marcel Sell, au musée Bellevue. Oui, c'est un musée qui est un petit peu, je ne vais pas dire méprisé, mais un peu mal considéré, alors que c'est notre histoire, c'est notre histoire institutionnelle. On y trouve par exemple la Constitution belge, et pour le carnaval, ils ont l'idée d'être ouvert tous les jours de 10 à 18 heures, et donc c'est 1 € pour les enfants, et il y a des jeux pour tous les âges, notamment par exemple le jeu de jouer au Premier ministre. Mais c'est pas... Mais ça, vous pourrez jouer pas tous les deux. Oui, je vous en François de Smet. C'est peut-être intéressant. Oui. Alors moi, je vous propose de parler d'une autobiographie d'un acteur bruxellois. Il s'appelle Reda Chepchoubi. Ça s'appelle « Mes ancêtres, les Gaulois ou quand tu apprends qu'une identité, c'est comme un millefeuille » aux éditions de la Boîte à Pandore. Il y raconte son parcours de travailleur social à acteur, notamment dans la pièce Djihad. Il y insiste qu'il faut foncer dans la vie, viser la marche la plus haute. Grâce à cela, pas de regrets et pas de perte de temps à empêcher les autres à réussir aussi et à réaliser leurs rêves. C'est un beau rôle modèle bruxellois. Je vous laisse 5 secondes à chacun pour dire un peu au carnaval, qu'est-ce que vous conseillez de faire à Kuckelberg ou à Scarbeck et Vert, comme disait François de Smet. Ahmed Laouej, alors, je n'irai pas à Binge, j'y étais l'année passée, en visite chez mon excellent ami Laurent Devin, bourgmestre de Binge. Magnifique pour ceux qui n'y ont jamais été, c'est vraiment très bien, super. Donc moi j'invite nos auditeurs à venir visiter le musée du chocolat, Belgian Chocolate Village à Kuckelberg. Ah, vous y croyez alors au musée du Oui, absolument. Non seulement j'y crois, mais on va le relancer, en faire une réussite. Et puis alors vous poursuivez votre parcours en allant visiter les installations du chocolatier Blondel, installé aussi rue de Gansoren à Kuckelberg, boire un bon chocolat chaud et déguster des bonnes pralines. Et François de Smet, qu'est-ce que vous conseillez, vous ? Eh bien, s'il continue à faire aussi pourri, restez chez vous et profitez des moments avec les êtres aimés. Et si le temps s'améliore un peu, peut-être retourner au cinéma qui souffre beaucoup de la crise à cause de Netflix et d'une série d'autres choses. Or, il reste un petit plaisir. Alors, il faut y aller maintenant parce que du coup,
peu de monde y va. Et c'est le bon plan d'aller au cinéma maintenant. J'ai pas de film précis, sauf que ce film dont je n'ai pas le nom en tête, mais sur Star Wars. Mais non, l'ancien président. Non, justement, celui-là il est sur Netflix. Non, ce film sur l'ancien vice-président américain Vice, Vice, qui me tente beaucoup, et à mon avis, je vais aller voir. Moi, j'ai raté le film du Québécois là. Je dois conclure, vous empêcher de parler. Vous continuerez hors antenne. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'être venus. Bonne fin de week-end à tous.